chez Tricot-Laine. C'est notre épisode 2 du podcast du tricot et de la laine. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir aujourd'hui. Oui, ça nous a pris un petit peu plus de temps parce que l'automne, c'est la saison super occupée, mais on a trouvé un petit peu de temps ce lundi pour vous préparer quelque chose. Donc, on va aussi un petit peu parler peut-être un peu de Noël, mais pas trop. Puis je tenais aussi encore à remercier Jacinthe qui m'accueille si gentiment chaque fois à la boutique Tricot-Laine. Vous le savez, c'est ma boutique préférée. Fait que, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec Jacinthe, de partager ce moment-là avec vous aussi, évidemment. Oui, puis pour nous, c'est l'occasion de se voir. Alors, c'est un beau prétexte. Alors, c'est toujours agréable. J'avais vraiment hâte est-ce qu'on se revoit encore. Alors, on va peut-être juste faire une petite présentation rapide de ce qu'on fera aujourd'hui. Alors, on pensait vous parler de ce qu'on portait, ensuite ce qu'on a terminé, puis là, vous allez voir que Lucie en a fait beaucoup. On peut toujours en faire plus que ce qu'on est capable, évidemment. Je pense que toutes les tricoteuses sont comme ça. On a passé de nos 6 semaines pour tricoter tout ce qu'on voudrait. Il y a toujours des beaux patrons qui sortent, mais bon, c'est pas grand-chose, mais on va le présenter. Oui. Puis après ça, ben, Lucie va nous faire une petite opération tuque. Alors, elle s'est gentiment proposée à essayer les tuques. Elle a vraiment une tête à chapeau. Alors, les tuques. Oui. Alors, on va vous en montrer quelques modèles, quelques-uns qui ont été inspirés par d'autres modèles aussi. Donner peut-être des petites suggestions, des petites idées pour changer, parfois modifier légèrement un patron de tuque. Et bien sûr, nos projets futurs. Alors, qu'est-ce qu'on a l'intention de tricoter prochainement, effectivement. Et un petit bout de notre chronique aussi, parce qu'on avait l'intention d'intégrer une petite chronique. Et si on a le temps, ben, peut-être un petit quelque chose sur le blocage, vite, et l'échantillon. Alors, juste pour vous mettre un petit peu en appétit pour un prochain épisode là-dessus. Alors, on commence. Oui, ce qu'on porte, c'est ça. Alors, on va commencer par Lucie. Alors, je vous avais la dernière fois présenté le modèle Ducotte que j'avais tricoté en revive, c'est ça? Oui. En coton. Le Denim Revive, en fait, qui est du denim recyclé avec coton de Rowan. Donc, c'est le dernier que je portais au premier épisode. Oui. Aujourd'hui, je porte celui-ci, qui est le patron, juste pour vous rappeler. Oui. Donc, c'est celui-ci de Kate Davis, le Ducotte. Cette fois-ci, je vous l'avais présenté, mais je porte celui qui est fait en Rowan Felt Tweed, c'est ça. Parce que là, on est en hiver, alors on met une version laineuse. Puis toi, Jacinthe, ton superbe chandail doudou. Blanc total, je me souviens même plus du nom, alors ça va être en lien là, sous la vidéo, vous allez voir, mais la mémoire va revenir. Il est fait en alpaca classique, c'est un design de Kim Hargraves. J'ai changé légèrement l'encolure parce que c'était une encolure bateau. Ce fil-là est vraiment merveilleux. On a mis quelques coloris ici, puis on va vous montrer tout à l'heure d'autres projets. Puis parce que Lucie aussi a terminé un projet avec cette laine-là. Oui, c'est ça. Et c'est un alpaga et coton. Et curieusement, c'est quand même épais. Ça donne quand même assez épais. Ça pique jamais ça pique pas. Je l'ai porté à de nombreuses reprises. Ça ne bouloche pas non plus. Alors, c'est merveilleux. Et il y a plein de couleurs aussi. Puis là, ça me fait penser, Jacinthe, qu'on a oublié de dire qu'on a fait une adresse où nous rejoindre. Oui. On a l'adresse du tricot et de la laine gmail.com. Donc, je vous le rappelle si vous voulez nous écrire. Puis, on a aussi chacun un espace Ravellerie. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, c'est Jacinthe 151. Ça va être en lien aussi sous la vidéo. Oui, moi, c'est l'UTC, mon espace Ravellerie. Puis, on s'est aussi créé un Instagram. Donc, on mettra l'Instagram, le compte, c'est du tricot et de la laine. On met évidemment nos projets finis. Vous irez voir ça. Oui, on mettra aussi le lien en dessous de la vidéo.
ça. C'est plus facile si vous voulez aller les consulter après coup. On va peut-être enchaîner avec nos trucs tout de suite. Ah oui? Ah, vous voulez pas faire peut-être nos projets terminés? C'est beau. C'est beau. OK, les objets finis. Donc, on repart avec nos projets terminés. Oui. Alors, Lucie porte justement sa dernière œuvre. Oui, celle que je vous ai présentée au dernier épisode, c'était le Félix Cardigan de... je vais être obligée de mettre mes lunettes pour vous le dire. C'est Seven Knitting, mais... Amy Christophers. Voilà, merci. Oui. Donc, c'est de Amy Christophers. Oui. Puis là, tu le portes pour la première fois. Oui. Alors, c'est vraiment... oui, on est des prêts. Fait que je la trouve très belle. Je suis vraiment contente de ce tricot-là. Donc, c'est super voilà, bien. puis c'est crop, c'est court. Bon, ça ne veut pas dire que ça va bien avec ces couleurs-là. Mais elle est vraiment belle. Je trouve que les côtes torses, puis il y a le petit détail de dentelle, c'est ça, un de dentelle, peu ici, là en arrière. Elle est vraiment très belle. Ouais. Tu as bien réussi tes boutonnières aussi, hein? Oui, j'en avais parlé à Jacinthe des boutonnières. J'ai pas tout à fait les boutonnières du patron. OK. Vous ne voyez plus. J'ai trouvé un peu grosse parce que j'ai mis des boutons un peu plus petits que finalement, bon, j'ai quand même essayé de faire les boutonnières du patron. Je trouvais que c'était trop gros pour les boutons que j'avais. Pour les boutons, OK. Donc, j'ai un petit peu là, fait un autre modèle pour qu'il soit un peu plus court, que le bouton rentre bien dedans pour pas que ça se défasse. Fait que je suis vraiment contente. Ça, super. Tu avais pris cette oui, laine-là. c'est ça. Mélangée. Alors ça, c'est de la Sugar Bush. Oui, Shanty. C'est ça. J'ai oublié encore une fois le nom de la couleur. Oui. Il est écrit. C'est écrit dessus. Oui. Alors, ils ont toujours des noms spéciaux. C'est la couleur Sandy Shore. Voilà. Alors, c'est un très beau jaune, blé, jaune paille. C'est un jaune qu'on ne voit pas souvent, donc j'avais accroché sur cette couleur-là. Et avec un fil de Kilt Silk Mohair. Le Kit Silk de Rowan. Par contre, la couleur vanille, que je n'ai plus présentement, mais c'est ça, c'est un petit fil de mohair et soie. Ça a été tricoté les deux ensemble. Donc, c'est très doux. Ça, c'est un worsted. Mais je trouve qu'il fait vraiment un beau drapé. Même si... Non, c'est pas raide. Non. C'est doux, il est drapé. Voilà. Je le conseille, ceux qui auraient envie de la faire. Elle fait ça. Ça se tricote en aiguille. Je pense que je l'ai faite en 6,5 même. Ça monte très vite. Le résultat, il est beau. Oui, puis tu avais en chandail aussi, hein? Alors, oui, peut-être. Justement, dans mes prochains projets, il y a aussi le Félix Cardigan qui est aussi beau, sauf qu'évidemment, qu'il n'y a pas la boutonnière. Il n'y a pas la boutonnière. De boutons. C'est un cardigan, mais ça me tente de le faire. Oui, il est super beau. Il est bien réussi. Ouais. Moi, au niveau des projets finis, je n'ai pas grand-chose. Mes projets du premier épisode, en fait, mon chandail en felted tweed avec le panneau, un design de Arnie and Carlos, un panneau en jacquard. J'ai fait une erreur. Alors, j'ai utilisé des post-it sur la grille. Le post-it, c'était écrit dans le ciel, a décollé. J'ai essayé comme ça. Je me suis dit, oui, je suis rendue à ce rang-là. Donc, j'ai fait des diminutions au mauvais rang. Et là, j'ai 226 millions de mailles à défaire. Et ça va être super beau, là. Hein? Et là, j'ai essayé avec un crochet de descendre la maille pour pouvoir réparer. Mais finalement, il y a trop de diminutions sur ce rang-là. Fait que finalement, il est retourné dans un petit panier. Et pendant le temps des fêtes, je vais le reprendre parce que vraiment, je suis rendue, là, j'ai complété à 90% le chandail. Vraiment, là, c'est quasiment criminel de ne pas le terminer, mais c'est ça. Il attend son heure. Ça s'en vient. Il attend sa sentence. Pour la veste que tu portes, ben, on voulait peut-être montrer aussi les autres coloris. Je ne les ai pas tous en magasin, mais on a quand même là, des beaux coloris. Alors, il y a comme un petit brun ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, un beau sarcelle.
un rouge qui est vraiment intéressant. J'ai même un client, un monsieur, qui a choisi ce rouge-là pour se faire un beau chandail par son épouse. Alors, et ça pourrait être très joli là, comme fil. Et en fait, ce fil-là, même, c'est toi, Lucie, qui me l'a fait découvrir un peu, là, parce que je savais que Sugar Bush avait sorti ce fil-là, mais je ne l'avais pas encore rentré. Alors, c'est grâce à toi. Ben, moi, j'ai un petit œil sur cette couleur-là pour mon prochain projet. Oui. Je l'ai tellement aimé. Je trouve que ça drape bien. Il y a du lin là-dedans. Oui. Mérino lin. C'est ça. Fait que je pense que c'est le lin qui fait son petit côté drapé, même si c'est tricoté avec des aiguilles assez grosses. Assez grosses, c'est surprenant, ça drape pareil. Ben, je pense que ça serait un très beau fil aussi, quelqu'un qui voudrait faire un châle plus épais aussi, parce que justement à cause de cette texture-là, je sais pas, vu qu'on voit quand même le lin aussi, ça donne intéressant comme coloris aussi, parce que le lin n'a pas pris la teinture de la même façon que la laine. Fait que ça fait un petit chiné, hein? Oui, un petit effet chiné. En raison du lin du mérinos qui donne des couleurs différentes avec la teinture. Ouais. C'est pour ça que je l'aime d'ailleurs. Oui, chiné, oui. Puis, mais tu as aussi commencé autre chose, hein? Est-ce que tu es prête à nous le montrer tout de suite ou c'est moi qui est un petit peu... les bonnettes? Non, peut-être ton prochain projet que tu es en train de commencer, parce que moi, je ne montrerai pas ce que j'ai commencé. Okay, oui, merci, Jacinthe. Lucie sort de l'écran 2 minutes, elle revient, ce ne sera pas là. Jacinthe, elle connaît mieux mes projets, c'est fun. Hein? Mais c'est parce qu'en fait, moi, je n'ai pas apporté grand-chose, puis je sais que toi, tu as complété beaucoup de choses. Alors, ça c'est un projet en cours, donc c'est le Missoni c'était du podcast Espace Tricot. C'est Mélissa qui a sorti ce patron-là. Oui. En fait, c'est un patron gratuit que vous pouvez aller chercher sur le site de Espace Tricot. Eux l'avaient fait avec une autre laine. Toi, tu as choisi la Alpaca classique de Rowan. Oui, le même fil que le chandail que je porte. Oui, exactement. Puis tu as pris la couleur champagne. Champagne, c'est ça, on se souvient facilement du nom, hein, c'est ça. Oui. C'est pour le temps des fêtes, c'est festif et tout. Oui. Ouais, c'est bien avancé, hein. Oui. Ça. Toi, par contre, tu vas le faire une couleur. Oui, je ne ferai pas les... Tu ne feras pas le vaguier, là. Le jacquard, c'est ça. Alors, j'ai préféré garder cette couleur-là, voilà. Un coloris. Que vous puissiez mieux le voir. Bon, là, j'ai séparé les manches du corps. J'ai pris la taille 2. Mais je dois dire que j'allais recommencer plusieurs fois ce projet-là. J'avais commencé avec des aiguilles plus petites. Ah, OK. Tu as grossi les aiguilles après coup. Oui, c'était trop petit l'encolure. Pourquoi j'ai commencé avec des aiguilles plus petites? C'est parce que je trouvais pas... j'avais quand même fait des échantillons, mais je trouvais pas qu'est-ce que ça faisait comme tissu joli. Je trouvais que c'était trop gros. OK. Tu voulais quelque chose d'un petit peu plus souple. OK. Oui, ben je trouvais que la maille était trop grosse. Je préférais comme ça. Donc, j'ai l'encolure en 3 que j'ai dû recommencer je ne sais pas combien de fois pour avoir une encolure assez grande pour que je puisse passer ma tête. OK. Fait que je l'ai faite en 3, 3,25, 3,5. Je suis restée en 3,5. Puis là, pour le corps, tu es rendu avec des aiguilles 3,5. Fait que l'encolure, puis en plus, je l'ai recommencé non seulement pour les tailles d'aiguilles, mais en plus, j'ai ajouté des mailles. Fait que je l'ai refaite à chaque fois. À chaque fois, OK. Puis je me suis rendue assez loin. Je l'ai défaite. OK. Je l'avais fait en 3,75 et je me suis repris en 3,5. 3,5. Mais la texture est belle. Fait que j'ai persévéré. Vous voyez que c'est ça. Faire, défaire, c'est quand même tricoté. Je trouvais que vraiment ça valait la peine. C'est un beau modèle. J'ai hâte de le porter. Puis j'aime beaucoup ce fil-là. Hein? On voit le chandail, ton chandail Jacinthe avec ça. Donc, c'est des beaux fils chauds que j'aime beaucoup. Je trouve que et super léger. Parce que c'est ça qui est spécial de ce fil-là, c'est que c'est seulement des pelotes de 25 grammes, mais ils ont le même métrage ou à peu près qu'un 50 grammes. Donc, ça donne beaucoup de légèreté. Et en tout cas, moi, j'adore. Oui, il y a ces couleurs-là. On parlait des couleurs tantôt. Donc, un beau bleu, c'est pas canard, c'est pas royal. Les couleurs ont toutes un peu... pas mal de personnalité aussi. Ça, c'est la couleur pan, je crois. Ça, c'est plus bleu canard. Oui, plus. Ouais. Il y a un beau
un petit caramel comme genre butterscotch. Ouais. Ah, le beau gris foncé. Ouais. Opération Tuc. Opération Tuc. Lucie s'est proposée même pour essayer différents tucs. Alors, on va vous les présenter, vous dire avec quel fil ils sont faits. Tout ça, question de vous inspirer parce qu'on sait aussi que parfois, on va faire un cadeau personnalisé, mais on n'a pas tant de temps que ça. Une paire de bas, je ne sais pas combien de temps ça peut te prendre, mais... C'est quand même long. Oui, moi, j'ai calculé... Surtout pour des cadeaux hommes, hein, des oui, c'est ça. Alors, moi, 13 et plus, je ne fais plus de bas, là. C'est ça. Mais moi, j'ai calculé entre 10 et 12 heures de tricot pour faire une paire de bas d'homme. J'ai pas toujours ce temps-là, pas parce que j'aime pas les gens. Alors, cette année, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont recevoir des tucs. Là, on va vous présenter plus des tucs peut-être plus féminines aujourd'hui. Peut-être commencer par la petite dernière. Que tu viens de faire. Que je viens de faire. Oui. Oui, ça, c'est en alpaca classique. Ah, je m'excuse. Oui. Je viens juste. En fait, ça prend une pelote et demie. Okay. Alors je vais me reprendre une autre pelote et je vais en faire une deuxième aussi. Alors, je ne sais pas si tu veux l'essayer, mais c'est un type un peu slouch. On peut la porter tournée, mais pas tournée. Mais moi, je trouve personnellement, mets-la pas tournée. Tu vas voir que généralement, là, ça fait bien à pas mal tout le monde. Oui, c'est joli, c'est beau, hein? Oui. Ouais. Et... Je vais vouloir toutes les tricoter, là. C'est ça. Elle est vraiment belle. J'ai peut-être fait 1 centimètre de moins. Parce que justement, quand j'ai vu la quantité de laine, je me suis dit, peut-être que je pourrais en faire 2 avec 3 pelotes. Hein? Alors, mais je trouve que ça n'enlève rien au look. Ça te fait super bien. Merci. En tout cas, je vais prendre le patron. Le patron, oui. Alors, elle s'appelle un nom très, très plain. Elle s'appelle Plain. Ah, okay. Et, mais je trouve qu'elle a de la gueule quand même. Alors, on vous mettra le lien aussi dans la description plus bas. Surtout pour moi. Oui, surtout pour toi. J'aime beaucoup les bonnettes, mais puis Lucie en a fait une aussi. Alors, toi, tu t'es inspirée d'un modèle qui date un petit peu là, dans le livre de Kim Hargreaves, le Honey. Et c'est le patron, justement, en fait, celui qui est porté un genre un peu béret, avec des côtes torse. Puis Lucie a même jazzé, elle a ajouté un petit quelque chose, tout ça. Alors, tiens. Ça, c'est un cadeau que j'ai tricoté pour Noël. Le patron original, on ne dit pas c'est pour qui, là. S'il écoute le podcast, il faut que ce soit une surprise. Bon, avant Noël, un cadeau. C'est ça, c'est pour une copine. Le patron original, c'était ici des mailles en droit. Des mailles en droit. Oui, ici, oui, effectivement, il y avait comme un peu de... en fait, c'était comme du jersey en verre ou du point mousse. Je pense que c'était du point mousse. C'est ça. Oui. C'était du point mousse. Moi, j'ai mis du point de riz. Donc, voilà. J'ai fait le point de riz à la place du point mousse. Ça fait beau. C'est très beau. La texture. Oui, elle est tricotée en fil tweed Rohan et un fil mohair. Je vais vous l'essayer. La personne à qui c'est destiné, elle a beaucoup apprécié. Elle a aimé cette bonnette-là. Ah, parce qu'elle a des cheveux. Super bien. C'est ça. Alors, ça, c'est vraiment béret. Ah, oui, c'est vraiment un beau béret. C'est chaud, c'est agréable, mais pas trop serré. Je trouve que le patron, il est assez bien adapté. Là, c'est dans le livre que Jacinthe vient de vous montrer. Donc, c'est un bonnet qui fait bien à tout le monde, je pense. Ça fait des beaux cadeaux. Quand on a beaucoup de cheveux, parce qu'on peut aussi entrer parfois tous nos cheveux aussi dans le béret. Alors, il y en a qui aiment ça aussi, là, de ne pas avoir leurs cheveux là, qui ressortent et tout ça. Fait que même si vous avez comme un chignon et tout ça, ça peut l'accommoder. Ça fait super bien. On a ici, si tu permets. Oui, vas-y. C'est tellement beau. J'étais venue chez Tricolaine, j'ai vu les bonnettes, je suis tombée en amour avec, c'est pour ça que j'en ai tricoté une. Fait que c'est celle-ci que j'avais vue, exactement le même patron. Celle-ci, elle est tricotée en coton. Oui, effectivement, c'est une version été que j'avais refait après coup en alpaga aussi, alors version hiver. Et j'ai même, c'est un patron que même certains hommes
on choisit. Alors, et ça peut faire bien à tout le monde. Effectivement. Ouais. Fait que c'est ça, moi c'était un gros coup de cœur cette tuque-là, donc j'en ai fait une. Et pour ceux qui auraient de la misère à lire l'anglais, j'ai traduit aussi. Alors, le livre est encore disponible, mais parfois les gens veulent juste faire un modèle. À ce moment-là, on peut leur refiler le patron en français. Fait que ça, c'était le même patron, oui. Je pense qu'on avait une autre à présenter. Oui, il y avait Care aussi, qui est celle-ci. Ça ne sera pas long. Et voilà. Alors, on a celle-ci qui a été vraiment un hit. Moi, j'étais tombée en amour quand je l'ai vue. Un autre de Kim Hargraves. Donc, c'est des torsades, effectivement. Elle n'est même pas tricotée en rond. Si on veut, on peut le faire. Mais la couture, vraiment, est invisible. Elle est faite avec un mélange de 2 laines. Alors, la Rowan Cocoon, qui est une belle grosse laine. Oui, elle est quand même épaisse et tout. Puis, on mélange aussi. Eux autres, dans le patron, ils mettaient 2 fils de Kid Silk Haze. Moi, je l'ai essayé avec un fil, puis c'était assez, ce qui fait qu'il nous reste assez de Kid Silk Haze pour en faire une deuxième, si on veut, aussi, en mettant juste un fil. Puis ça donne un petit effet à l'eau et tout. Puis elle a fait bien à tout le monde aussi. Vraiment, là. Ouais. Ce que j'ai pas dit aussi pour ce modèle-là, c'est que je l'ai tricoté avec des aiguilles droites, mais on peut très bien adapter pour le tricoter en rond aussi. Ah, OK. Oui. J'ai fait une petite couture. Ah, oui, ça paraît pas. Mais, bon, ouais. J'allais dire que j'aurais dû faire la côte un rang droit, un rang vert. Je finis comme avec 2 rangs, 2 côtes en droit. Deux pareils. Deux pareils, j'aurais dû faire attention, mais... ça va dans le derrière de la tête. Ça paraît pas, la couture, on ne peut pas dire où aller. Super belle, pareil. Donc, oui, ça c'est la petite Care. Voilà. Puis, en tout cas, j'ai plusieurs clientes qui disent « Oh, ça me fait pas bien, il n'y a pas de trucs qui me font. » Ben, celle-là, vraiment, elle est juste assez épaisse. Oui, c'est pas trop... C'est confortable, puis ça pique pas. C'est ça, c'est chaud, ça te fait super bien. On dirait qu'elle arrive juste, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de clientes. Il y a certaines clientes, si votre tête fait plus que peut-être 57 cm, qu'on mesure toujours ici en haut des sourcils, ben là, à ce moment-là, peut-être ce que je conseillerais, c'est de faire quelques rangs de côte de plus pour accommoder là, la tête qui est un petit peu plus grosse. Mais vraiment, elle fait bien à tout le monde. Très beau, ouais. Bel exercice aussi de torsade. Puis les diminutions sont faites aussi dans les torsades. Donc, les torsades se continuent jusqu'en haut. C'est pour ça que c'est beau, hein? Oui. C'est vraiment détaillé. Ouais. Ça fait des beaux cadeaux. Oui, tout à fait. Oui. Vraiment. Il ne faut juste pas la perdre parce que là. Oui, perdre les belles trucs tricotés, hein, c'est pas le fun. Et ils ne reviennent jamais. Même aux objets trouvés, là, non, les gens les gardent. Oui. Non, mais c'est vrai. Quand c'est tricoté à la main, puis c'est des belles laines, c'est ce qui arrive. Là, celle-là, je viens de la découvrir, finalement. Je l'avais pas vraiment belle. Prochain projet, je pense, dans les prochains accessoires. Oui. Là, on ne voit plus où on est rendu. Non, exactement. Il y a beaucoup de choses ici. Alors, c'est ça. Oui, on avait dit qu'on voulait parler peut-être de nos bas. Alors, on enchaînerait avec les bas. Moi, j'ai apporté un bas. La question m'est souvent posée. Est-ce qu'il faut acheter comme les trucs, des formes pour faire sécher les bas, pour les bloquer? Écoutez, moi, personnellement, je pense que si vous voulez le faire sur des bloqueurs à bas, prenez le plus petit possible. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que si on fait sécher les bas sur un bloqueur, on étire les côtes au maximum. Donc, les côtes, ils perdent toute leur élasticité. Puis, ça élargit le bas, ce qui fait que le bas, il va devenir comme très lousse aussi. Alors, moi, ma méthode est super, super facile. Je fais tremper dans l'eucalan 20 minutes, une demi-heure. Le eucalan, c'est un petit savon, puis on fera une petite présentation sur le blocage un peu plus tard dans un autre épisode. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de rincer.
Alors, ça redonne de la lanoline qui est naturellement présente dans la laine. Donc, ça la rend super douce et tout. Et on n'a pas besoin de rincer. Alors, ça contient, moi, mon odeur préférée, c'est lavande parce qu'il y a de l'huile essentielle de lavande. Donc, c'est un anti-mite naturel aussi. Alors, on nettoie et on est sûr que les petites mites ne viendront pas dévorer nos bas. Exactement. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'après ça, je les sors du bain. Je fais juste les presser un peu. Je prends une petite serviette comme ça, une petite serviette à main que tout le monde a chez eux. La petite serviette qu'on a dans nos salles de bain généralement. Et là, je vais tout simplement placer avec mes mains les bas sur la serviette. Et généralement, je fais ça le matin avant de partir pour travailler. Je roule ma serviette comme un gâteau roulé. Comme une bûche de Noël. Exactement. Et là, ça m'attend. Je le laisse sur le comptoir de la salle de bain, de la cuisine, toute la journée. J'ai vu des gens sur le net, sur YouTube, des fois les gens qui veulent que ça sèche plus vite puis ils marchent dessus. Oui. Je déconseille. Ah oui? Oui. Moi, j'apprends tout le temps quelque chose. Parce que la laine, quand elle est mouillée, c'est un peu comme nos cheveux quand ils sont mouillés, ils sont plus fragiles. Alors, si vous pressez, vous marchez dessus, oui, peut-être que l'eau va partir plus vite, sauf que vous écrasez les fibres. J'ai eu une cliente qui avait fait quelque chose avec des belles torsades comme ça, mais les torsades étaient tout rentrées sous le rouleau compresseur. Hein? Et moi, je suis pour la douceur. De toute façon, la serviette de coton va naturellement absorber l'eau. Quand je reviens quelques heures plus tard, ou si vous le faites à la maison, il n'y a pas de presse, là, quand vous arrivez, le bas, après ça, il va être encore humide, mais il ne dégoulinera pas. Et là, je les fais sécher. Tout simplement, je les mets sur le dessus de la sécheuse, jamais à l'intérieur. Malgré qu'il y a des laines à bas, comme la Régia, la Lagne, qui peuvent prendre la sécheuse. Mais moi, je trouve qu'ils durent tellement plus longtemps si on les fait sécher par-dessus. Oui, puis surtout le temps que ça prend à faire. C'est ça. Faut faire attention. Puis ils vont vraiment, ils ont vraiment l'air là, tout beau, là. Alors, ça gomme un peu des imperfections qu'il aurait pu avoir, tout ça. Et ils sont prêts à porter après coup. Ils sentent bon. Oui, ils sentent un peu. Je sais pas. Oui, ça sent la laine. Oui, ça sent la laine. Oui. Ils sont encore humides. Oui, ils sont encore humides. Et ma serviette est pas mal humide aussi parce qu'elle a absorbé beaucoup. Alors ça, on sent qu'ils ont déjà leur forme. Oui. Ils vont la garder. Et c'est pas plus compliqué que ça. Il y a des gens il y a plusieurs années, il n'y avait rien pour bloquer les bas, nécessairement. Fait qu'il y avait des dames qui tricotaient. Puis, aussitôt qu'ils avaient tricoté un bas, ils le mettaient sous leurs fesses et s'assoyaient dessus. Et là, le temps de tricoter le bas numéro 2, et ça bloquait le bas. Alors, c'est une technique. Okay. Puis, je l'ai là. Tu sais tricoter en quoi, Jacinthe? Cette laine-là, c'est la Lagne, qui n'est pas tellement loin. C'est la Lagne... c'est beau, c'est un beau dégradé. Hein? Oui, c'est ça. Tout doux. Oui. Et elle est faite vraiment... on a les deux bas identiques. Alors, dans le milieu de la pelote, il y avait peut-être, je dirais peut-être 1 mètre de fil blanc de couleur contrastante. Par contre, moi, je ne me suis pas rendue. Si on fait une grande pointure, on pourrait avoir le violet ici, aux orteils aussi. Okay. Alors, moi, je ne me suis juste pas rendue. Il me reste assez de laine, par exemple, pour combiner avec autre chose, pour faire une autre paire. On les un petit peu plus proche parce qu'on ne voit pas. La laine... Donc, la couleur, c'est vraiment un dégradé tout fin. Puis, j'imagine que ça, c'est avec... en autre laine? Non, pas du tout. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment la laine comme ça. Alors, moi, j'ai décidé carrément de faire toutes les côtes avec le foncé. Puis, c'est très abrupt, hein? Oui, mais c'est très beau. Oui. Ça, Jacinthe, je pense que c'est ton modèle de tricot. Tu commences par les... oui, moi, je les commence. Les coffres, comment est-ce qu'on dit ça? Les bordures? Par les chevilles jusqu'aux orteils. En tout cas, j'ai expérimenté en commençant par les orteils. J'en ai fait 3 paires. Puis oui? Les 3 moi, paires. Moi, j'ai jamais essayé comment le tout-up, qu'on appelle. Et ils n'ont jamais fait à la personne à qui je la destinais. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'évaluer quand on va commencer vraiment les augmentations pour le talon. On fait une petite pause. Voici un exemple des coloris. Moi, je l'ai fait avec ce coloris-là. Alors, c'est la laine Lagne Twin Socks.
Ils ont des belles couleurs. Oui, les couleurs comme ça ici. Il y a un modèle de dessus que vous avez sûrement vu, la Alaska. C'est une designer québécoise. Oui. Et ça, je pense que ça pourrait être super joli comme background là, pour un coucher de soleil. Des coteaux. Oui, je crois que oui. Oui, effectivement. Elle a fait un beau chandail aussi. Oui, Alaska aussi. Comme des sapins. Des sapins, oui, des silhouettes de sapins. Beau, alors, ça pourrait être super joli. Mais en tout cas, c'est une belle laine de très bonne qualité. Puis, on se disait que c'était un talon renforcé. Hein? Oui, toujours. C'est ça. Ouais. Quant à faire des bas, là, on veut qu'ils durent longtemps. Oui. Moi, de mon côté, j'ai commencé une paire de bas, puis je ne savais pas si je devais en parler parce que c'est trop drôle. Donc, c'est fait avec un fil Partner 3.5. J'avais essayé ce fil-là pour faire un cadeau de naissance. C'était une petite bonnette que je voulais faire. Donc, finalement, ma bonnette, comme je tricote très serrée, elle ne faisait pas. Donc, j'ai récupéré la laine, repris cette laine-là. Et ce que j'ai fait, c'est trop drôle. En fait, j'ai fait 60 mailles. Puis comme la laine, elle est plus grosse qu'une laine à bas. Bien, ça me donne plus large. C'était plus grand, voilà. Oui, donc, une erreur courante. Là, j'aurais dû le défaire pour recommencer. Mais plutôt que de faire ça, j'ai décidé de faire des côtes pour diminuer ici et de continuer avec 52 mailles au total pour que ça me fasse. Et imaginez-vous donc que c'est beau. Alors, c'est ça, mais c'est comme ça, tu viens d'inventer un nouveau patron. Oui, ça fait des bas avec... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est une petite affaire plus large, c'est joli. Oui. Finalement, et on pourrait les mettre, soit les faire ravaler un petit peu, si on veut. Ça pourrait être joli à porter comme pantoufle ou encore avec des bottes aussi. Avec, on peut voir aussi la partie du bas en haut aussi. Ça peut être super joli. C'est une belle invention. Le patron de Jacinthe ici qu'elle montre à la boutique. Là, je l'avais déjà dit qu'elle donnait des cours de bas. Vous irez voir ça. Hein, tu as une page web, hein, Jacinthe, de ta boutique aussi? Oui, ben en fait, il y a un site web, www.tricolène.com. C'est sûr que j'ai pas nécessairement de patron gratuit encore sur le site. Ça fait partie des projets. Là, mais vous pouvez appeler, il y a son numéro de téléphone, vous informer pour les cours ou les laines qu'on présente, tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire que moi aussi, je me trompe souvent. J'ai récupéré cette erreur-là, puis finalement, j'en suis plutôt contente. Donc, ça vaut la peine des fois de persévérer. Exactement. Puis, oui, parce que ça va donner un style complètement différent. J'adore ça. Tu manqueras pas de laine? J'en ai encore. T'en as encore, parfait. Je pense que je vais aller fouiller tantôt. Pour compléter. Bon. Fait que ça, c'était les bas. Puis après ça, on voulait peut-être enchaîner avec nos projets futurs. Qu'est-ce qu'on aimerait tricoter? Oui, c'est ça. Ben moi, ça va être... Probablement, je vais prendre une résolution à l'avance pour 2020. C'est de terminer ce que j'ai déjà commencé. J'ai déjà plusieurs projets qui sont très près de la ligne d'arrivée et c'est ça, je vais les mettre en priorité. Au début d'une année, moi j'ai un cahier spirale dans lequel je note mes projets. Alors, je repars toujours avec une nouvelle page et je mets toujours les projets qui sont déjà commencés mais non terminés. Les en cours. Oui, les en cours, exactement. Puis là, je les numérote. Je leur donne un petit numéro pour leur donner un ordre de priorité. Ça peut changer avec le temps. Puis après ça, j'écris aussi les projets que j'aimerais réaliser. Alors, je vais attendre après les vacances de Noël pour vous partager ce qui s'en vient après coup. Il y a Birkin, un jacquard que j'aimerais bien faire en laine fine, qui fait partie de mes projets. Mais il ne faut pas être déraisonnable dans la vie. Il faut persévérer et terminer des projets. C'est ça. J'ai vu, il y a un mot en anglais, on dit un serial knitter. C'est comme un meurtrier en série, mais tu as aussi les tricoteuses en série aussi. Alors, vous devez connaître le phénomène quand on a presque terminé un projet. Il faut se trouver d'autres choses. Exactement. Puis des fois, le danger, c'est que justement, les projets qui sont presque terminés,
reste en attente et on s'attaque au nouveau. Alors, c'est toujours comme rencontrer un nouvel amour à chaque fois. Hein? C'est intéressant. Oui, c'est ça. On est comme, on veut vivre la lune de miel avec notre projet. Puis des fois, les fins sont un peu moins faciles. Mais il faut les terminer. Alors, je termine. Moi, je suis une personne comme ça. J'ai plein de projets. Puis là, je vais peut-être dans une semaine en terminer 3-4. Mais c'est ça. Je vais couper mes arbres. Puis toi, Lucie, c'est quoi tes projets? À l'épisode précédent, j'avais parlé de mi-mitaine aussi. Oui. J'ai commencé des bas sans finir mi-mitaine. OK. Donc, j'ai compris un nouvel amour. Ouais, c'est ça. Donc, j'en reparlerai de ces mitaines. Mais au moins, j'en ai fini une, puis j'ai commencé l'autre. J'ai quand même avancé, mais sans pas fini. À part de ça, j'aimerais me tricoter le chandail. Le Félix, OK. Il faut que je finisse celui que je vous ai présenté tantôt, le Missoni quand même. Donc, ça, c'est une priorité. Puis ensuite, il y avait le Chunky Magnolia, que j'aurais aimé faire tricoter vraiment. Il est très beau, puis j'aimerais justement dans cette laine-là, mais je ne suis pas sûre, mais bon, c'est tentant. C'est de ça que je parlais tantôt. Donc, le Magnolia comme ça, avec peut-être un fil moire. OK, tu le mixerais avec un moire aussi pour faire un bon chandail. Ça, j'ai hâte, là. C'est quelque chose qui me tente vraiment, là, le Magnolia, la veste. La veste. Ouais. Non, oui, en veste. Oui, OK, en veste, parfait. Okay. C'est de Camilla Vlad. Fait que ça me fait déjà beaucoup de choses à faire, à terminer. J'avais là aussi, l'autre fois, parlé des coups de cœur, donc j'avais toute une liste de projets qui me tentaient. Voilà. Il y a personne qui est parti de la liste. Tout le monde est resté sur la liste. Oui, tu n'as pas changé. Oui, c'est ça. Lui, il est check. Ça, j'ai mis une bonnette. Ça, c'était complètement inattendu. Fait que je l'ai fait pareil, puis fini. C'est ça qui arrive aussi avec nos projets, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui s'intercale. Qu'on a envie de faire. C'est ça. Coup de cœur. Ouais. C'est comme une paire de bas, souvent, on ne les met pas comme projet à faire parce que ça, c'est courant. Ça compte pas. C'est ça. Mais oui, le temps qu'on y a mis, on n'a pas fait autre chose. Ah oui, et justement, ça c'est un cadeau, mais je vais me faire une bonnette, donc je vais le montrer. Désolée, je prends ce beau petit sac que j'ai eu la chance d'avoir. Ah ben oui, ici, ils sont encore disponibles. Alors quand vous achetez de la laine Rowan, de la Kid Silk Ace, souvent je vais vous donner le petit sachet. Là, peut-être qu'il va falloir que je les fasse, les sacs à plus ou moins brève échéance parce qu'on ne pourra plus les acheter tout fait. Mais j'ai pu acheter quand même du ruban avec le nom Rowan dessus. Alors je vais regarder ça justement pendant le temps des fêtes si je ne pourrais pas pondre des petits sachets. Mais ça fait joli là, pour ranger nos choses aussi. Là, puis si vous l'offrez en cadeau, ça fait beau. Fait que j'ai eu la chance d'en avoir un. Ça, c'est de l'alpaca. Non, Baby Alpaca. C'est un déca. Donc, ma bonnette va être faite avec cette laine-ci et avec un Kid Silk, toujours de Rowan. C'est quel modèle que tu vas faire avec ça? La même. La même? Oui, la même. C'est un cadeau. Ah, OK. Oui, OK. Celle-ci, ça va être beau avec le noir et le gris. Beaucoup celle-ci. Ouais. C'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime beaucoup les teintes foncées, mais là, j'ai deux tricots, plus pâles. Mais je dirais que ça me démange, ces couleurs-là. Bon, ils attendent. Fait que ça va être une bonnette dans les prochains projets. Et il y a cette laine-ci que je pense que Jacinthe voulait parler. Oui, ça c'est nouveau. Alors, ça fait longtemps. Moi, j'avais découvert de la compagnie BC Garn. C'est une compagnie danoise et ils font différents fils. Moi, j'avais acheté la Bio Balance, qui est un mélange coton et laine en fingering, donc vraiment c'est de la laine fine, ça va se tricoter avec des aiguilles 3, maximum 3,5. J'ai
j'ai réussi à avoir cet automne en quantité limitée parce que la demande est forte, puis la compagnie, je sais pas, je pense qu'ils fournissent pas tout à fait. C'est la Bio Shetland aussi, qui est un 100% laine organique. Alors, c'est des fils qui sont certifiés GOTS, G-O-T-S, qui est une certification sur comment les animaux ont été nourris, comment la laine a été transformée. C'est vraiment une accréditation qui n'est pas facile à obtenir parce qu'on veut s'assurer aussi qu'il n'y a pas eu d'enfants qui ont travaillé, que les travailleurs en usine ont été bien traités aussi. Les animaux aussi, les moutons. Oui, les animaux aussi, effectivement. Alors, il faut vraiment, il y a un contrôle. C'est pas n'importe quel éleveur qui peut vendre leur laine pour qu'elle soit utilisée. Est-ce que c'est ça le logo? C'est ça le logo, effectivement. C'est un petit logo, un petit chandail sur un petit rond vert, voilà. Si on l'approche. Et j'ai l'impression que c'est un signe qu'on va voir de plus en plus. C'est vraiment pour les textiles. Moi, quand j'ai découvert ce fil-là, je n'ai pas porté attention à ça, mais j'avoue que ça fait partie de mes préoccupations d'environnement parce que, quelque part, j'ai décidé pour la boutique de ne pas m'approvisionner de fils qui viennent de Chine. Ou d'autres pays qui font moins attention. Qui finalement, en fait, on n'a pas encore de normes environnementales sévères là-bas. Alors, en fait, je pense que on est en train d'exporter notre pollution, carrément, et on est en train de contaminer l'eau potable. Est-ce qu'au niveau des règles, au niveau du travail, pourquoi qu'on fait tout faire en Chine? Parce que la main-d'œuvre n'est pas chère, mais la main-d'œuvre en Chine, à un moment donné, va aussi peut-être essayer de se syndicaliser, tout ça, mais dans un pays communiste, c'est pas toujours facile. Regardons ce qui se passe à Hong Kong, c'est assez sérieux là, comme mouvement populaire. Alors, je me dis, en tricotant, moi, j'ai pas nécessairement le goût non plus de favoriser des conditions comme ça qui sont... Ils ne font pas attention aux animaux. Les animaux aussi, c'est important. Exactement. Et vivre en liberté peu. Puis moi, je suis prête à payer 1 ou 2 $ de plus les chevaux que ça coûte, sachant que je peux dormir tranquille. Oui, tricoter en toute paix. En toute paix. Et en plus, c'est des produits de super qualité aussi. Alors, non, puis c'est vraiment bien. Parce que c'est un petit peu triste, mais le marché de la laine, on va probablement en parler. Mais le marché de la laine, ce qui arrive, c'est que on n'a pas beaucoup de laine canadienne. Et même des fois, quand on dit que c'est des laines canadiennes, c'est pas nécessairement vrai. On a des lois sur l'étiquetage au Canada. Quand on achète du tissu, quand on en achète un vêtement, il doit y avoir un étiquetage, un numéro CA avec un numéro. Il faut que les gens annoncent c'est quoi les fibres qui sont utilisées, tout ça. Sauf qu'on sait aussi que dans l'industrie textile, des fois, ça a juste été emballé ici. Puis on va dire fait au Canada. Finalement. Exactement. Alors je dis pas que c'est facile à contrôler, mais si on est capable de faire quelques petits efforts, parce que j'ai commandé des fils justement, des gens qui me demandaient on voudrait faire nos propres teintures, est-ce que tu peux nous avoir des écheveaux naturels et tout ça. Et quand j'ai reçu ça d'une compagnie canadienne, dont je ne dirai pas le nom, il y avait 0 étiquetage. Je ne pense pas que ça soit nécessairement filé au Canada parce que ça aurait été, il y aurait une étiquette. Okay. Alors bon, c'est moi. C'est peut-être qu'on puisse en parler là, de toutes ces interrogations-là qu'on a sur la laine. Alors, c'est important de lire les étiquettes. Oui. Et en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a certains, la loi du profit à tout prix, on veut garder des grosses marges, mais souvent
en tout cas, les intermédiaires, ils font les coins ronds là-dessus. Et moi, je trouve ça important. On avait une filature au Québec, on en parlera. Puis là, maintenant, la laine des moutons du Québec, c'est surtout vendu ailleurs. Et on n'a plus grand-chose là, ici non plus. Ben, ça va être une belle introduction pour notre chronique. Oui. D'histoire de la laine et du tricot, mais je sais que ça, tu avais d'autres couleurs. Oui, j'ai Bon, voilà, je voulais pas qu'on oublie de présenter les belles couleurs. Parce que c'est vraiment, là... Alors, ça, c'est un autre des coloris dans la Bio Shetland. Alors, celui-là, je ne sais pas si on va pouvoir voir à l'écran, mais je pense que vous pouvez voir qu'on voit un petit peu au travers. Je l'ai fait avec des aiguilles numéro 4 mm. Pour un châle, je trouve que ça serait joli, mais pour un chandail, je pense que c'est, à mon goût, ça manque un petit peu de densité. OK. En passant, la laine, elle est rustique. Elle est un petit peu... comment est-ce qu'on pourrait dire ça, un terme? Oui, ben... Mais elle ne pique pas. Elle ne pique pas, c'est ça. C'est toujours un petit peu comme un peu sec au toucher. C'est pas comme de l'alpaga qui est crémeux. Mais j'ai fait un test, moi, puis ça pique pas. Ça pique pas, c'est ça que je voulais dire. Puis les couleurs sont très belles. Donc, on peut tricoter en paix. On se dit, bon, ben, les animaux ont été bien traités. Ça répond à des normes environnementales sévères également. Alors, ça, c'est les quelques coloris qu'on a en magasin. Fait que c'est quand même pas mal des couleurs naturelles. C'est sûr que la palette de couleurs... J'ai envie de remonter. Donc, voilà, ici, des... plus... un petit écru, je pense. Oui. Voilà, avec un mauve. Puis il y a toutes... Celle-ci irait aussi bien avec celle-là. Donc, des couleurs plus naturelles. On dirait que c'est les couleurs naturelles du mouton, quasiment. Oui, effectivement, c'est possible aussi. Des fois, c'est pas impossible. Le Birkin que j'aimerais faire, j'aimerais le faire avec cette laine-là. C'est celle que j'avais choisie, justement. C'est la même. Oui, c'est la plus foncée. Puis il y en a d'autres. Puis ça, c'est la Bio-Balance. Alors, la Bio-Balance, c'est le même échantillon de fil, mais celle-là, c'est un mélange coton et laine. Alors, si on voit... C'est ça. Alors, c'est fin. Hein? Ça fait plusieurs couleurs. Hein? Oui. Alors, c'est sûr que là, pour introduire, j'avais comme 5 coloris de chacune des laines, mais la collection va se compléter là, avec le temps. C'est ça. Oui. Alors, ça, c'est la Shetland et ça, c'est la Bio-Balance. La Bio-Balance, c'est ça. Alors, toujours tout avec pour nous inciter à vouloir tricoter, voilà. Oui. C'est vraiment beau. Ouais. Et là, comme d'habitude, notre table revient pleine de laine. Envahie. Oui. On ne peut pas faire autrement. Fait qu'on serait prête pour passer à notre chronique de laine. Oui. Fait qu'on reprend avec notre chronique de tricot. Oui. L'histoire du tricot et de la laine. Du tricot et de la laine au Québec, au Canada. Alors, tu voulais nous parler peut-être un petit peu... d'où c'est venu l'interrogation. Oui. Donc, évidemment, comme tricoteuse, hein, on se demande toujours, oui, mais elle vient d'où notre laine qu'on a dans les mains, tout ça. Ça m'intriguait de connaître l'origine de la laine québécoise ou canadienne. Évidemment, ces sources sont pas faciles à trouver. Je trouve que c'est pas une histoire... bon, comme j'avais déjà dit dans l'épisode précédent, c'est pas une histoire qui est contenue dans un seul livre, non. Il faut aller grappiller l'information un peu partout pour en connaître davantage. Puis même à ça... même si on a des bonnes sources historiques, là, c'est bon, d'où on parle de tricot et de laine aussi, là, c'est pas toujours évident. Évident non plus. Fait que, ce que j'ai pensé pour vraiment l'amorcer, c'est de consulter des sources qui font un petit peu autorité quand on parle du costume civil en Nouvelle-France. C'était de Robert Lionel Séguin. Qui porte le même nom que moi. Ben oui, c'est ça, c'est pas un mononcle éloigné. Non, là. pas du tout. Mais c'est un ethnologue qui fait autorité sur ce sujet-là, le costume civil en Nouvelle-France. Donc, il a quand même écrit un document qui n'est pas d'hier, de 68, mais étant donné qu'on parle de Nouvelle-France ou du régime colonial ici, je trouve que ces sources-là sont valables et ne sont pas aussi dépassées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement des nouvelles études qui vont le contredire, non, pas du tout. Alors lui, sa méthodologie, ce que c'était, c'est qu'il dépouillait les études notariales pour être bien renseigné
sur les habitudes de vie ici. Et parce que aussi, c'était une méthodologie qui permettait de comprendre, par exemple, les liens familiaux, qui avait marié qui. Lui a fait ses études-là, surtout à Québec et à l'île d'Orléans. Donc, ça permettait la généalogie, je m'excuse, et aussi tous les biens des gens qui étaient mariés en Nouvelle-France, le nom des enfants qui avaient eu, tout ça. Donc, toute la famille et biens étaient répertoriés dans ce genre d'études-là, dont les testaments aussi. Aussi, c'est ça. Donc, comme ils dépouillaient les héritages, donc on pouvait savoir qu'est-ce que les gens possédaient comme vêtements. Et c'est pour ça que cette personne-là fait autorité, parce que c'est une étude valable qui, en fait, a dépouillé énormément d'archives pour le savoir. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement différent d'aujourd'hui. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui décéderait, puis qui a un manteau de fourrure qui vaut 10 000 $, bien là, j'imagine que ça serait peut-être indiqué dans le testament. Mais à l'époque, on dirait que presque tous les vêtements, sauf peut-être le linge de corps, là, les sous-vêtements qu'on appellerait aujourd'hui, étaient répertoriés parce que ça valait cher. Le vêtement valait très cher en Nouvelle-France. C'est la première chose qu'on apprend. On dit, bon, les vêtements valent très cher. Ça m'a toujours intriguée. Oui, mais combien? Combien? Bon, on sait que oui, on se les fait dire. Toutes les sources qu'on lit, on nous dit, oui, le vêtement en Nouvelle-France, c'est quelque chose qui est très dispendieux. Alors, pour le plaisir, ce que j'ai fait, c'est que justement, avec ce chercheur-là, il va en donner des exemples de valeurs de vêtements. Donc, ici, il nous dit, en 1704, une certaine Thérèse Mignon dispose d'un habit de taffetas, couleur citron et blanc, incluant le jupon de moire blanche et couleur d'or, et aussi d'une autre espèce de manteau vert de gros velours à fleurs d'argent, etc. Donc, ça devait être beau. Oui, hein? On est ici dans le costume français, même si on est en Nouvelle-France, donc les gens apportaient leurs vêtements avec eux et aussi importaient le tissu de France. On est en plein Renaissance. Là, Alors, c'est élaboré là, comme costume. Comme costume, on se remémore à des belles grandes robes, tout ça. Même, vous pouvez penser à la série qu'il y a déjà eu au Québec, Marguerite Volant. Donc, on est dans ces habits fastueux, magnifiques. Voilà. Donc, en 1704, un habit, à ce moment-là, j'ai eu la chance de trouver un site, un convertisseur de monnaie du régime français. Donc, pour un habit, on disait que ça valait 2576,53 $. C'est ce que ça vaudrait. Le racheter aujourd'hui. Okay. Bon, c'est sûr que faut se remettre dans le contexte. Là. Des vêtements en Nouvelle-France, il n'y en a pas, il faut les importer. Il n'y a rien, il n'y a pas de matériaux pour les faire, il n'y a pas de... Le tissage n'est pas encore arrivé. On a juste ce qui arrive de France, on est dépendant de 1704. Oui, tout à fait. C'est juste un peu après que le tissage va commencer. La laine va commencer, mais on parle d'habits de notables. On parle de très beaux habits. Donc, si on se met à la place de cette personne-là, c'était quand même une valeur. Est-ce que moi, j'achèterais un habit aujourd'hui, une belle robe à 2500 $? Il y en a qui le font. Hein? Oui, il y en a qui le font. Ceux qui... Ça dépend du statut social. Oui, c'est ça. C'est pour une soirée des Oscars, quand il y a une nomination, des choses comme ça, effectivement. Tout ça. Mais ça nous donne une idée. Moi, j'étais très curieuse de savoir. Oui, mais ils disaient que c'était cher. Oui, on dit que ça pouvait valoir 2-3 fois la valeur d'une maison. Ah oui. Tellement que c'était rare. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, maintenant, on est tellement dans la mode du consommable. Après 7-8 lavages, il commence à avoir déjà des trous. Des déchirures. Exactement. Tu sais, l'obsolescence programmée. Oui, mais ça, c'était des vêtements, justement, comme on vient de dire. On mettait ça sur son testament. Le vêtement était tellement rare qu'on se le refilait
de mère et on le léguait effectivement pour qu'il reste dans la famille, parce qu'il y avait une grosse valeur. Fait, donc, la valeur là, monétaire en Nouvelle-France, c'est la livre ancienne. Donc, on dit une livre vaut 20 sols. Moi, je ne suis tellement pas familière avec ces choses-là. Un sol vaut 12 deniers. Et aujourd'hui, une livre de Nouvelle-France vaut 29,51 $. Donc, en trouvant un convertisseur, je me suis amusée finalement à prendre des choses. Bon, je vous les communique comme ça. Donc, ça m'a donné au moins un aperçu de la valeur des vêtements. Puis aussi, quand on parle d'un habit, bien, ça comprend la jupe, le jupon, le manteau, et même, je pense que c'était en 2 pièces. Il n'y avait pas juste le manteau, il y avait ce qu'ils mettaient en dessous. En dessous, souvent c'était comme un petit corsage. C'est ça, fait que c'est assez complexe, ces vêtements. Mais je pense que ça ne comprend pas les vêtements de corps. Non, je pense pas, c'est juste... Ben, en fait, ce qui paraît. Ce qu'on voit, effectivement. Puis, le statut était super important aussi à l'époque. Hein? Alors, c'est comme ça qu'on montrait notre richesse, notre statut social. Ça passait beaucoup par le vêtement. Donc, les paysans ne portaient pas nécessairement ce que le notable portait. Non, absolument pas. Non. On est donc, l'habit va vraiment marquer le statut des gens en Nouvelle-France. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se préoccupe plus de ça, mais à ce moment-là... c'est beaucoup plus démocratique qu'avant, effectivement. Après ça, qu'est-ce que j'avais... Mais tu avais trouvé quelque chose sur les bas, hein? La valeur des bas aussi, à un moment donné, hein? Est-ce que c'était... Oui. Ah oui, c'est ça, dans ces fameux inventaires, mais ça, c'est drôle. Donc, vu qu'on répertoriait les valeurs des vêtements des familles, à un moment donné, c'est un inventaire de Louis Lebeau. En 1713, il y a donc 2 vieilles paires, je sais pas ça combien, 2 vieilles paires de bas du pays fort usées, estimées à 4 livres. Donc, je me suis dit, 2 paires de bas pleins de trous, on les paierait aujourd'hui 78 $. En faisant la conversion. La conversion. Puis il était fort usé. Alors, on pense que probablement c'est ça. Il était dû pour être rapetissé. Ils ont été raccommodés, tout ça. Les femmes savaient coudre sûrement mieux que moi à cette époque-là. Donc, ils ont dû être raccommodés. Raccommodés, exactement. Il n'était pas neuf, en tout cas. C'est ça. Et aussi, j'ai consulté plusieurs articles, entre autres des articles qui sont parus dans la revue Cap Diamant, donc c'est une revue historique aussi, la revue de l'Amérique française, d'autres revues qui parlent de ce genre de choses-là. Et je suis tombée sur un article qui parle de qu'est-ce qu'une fille du roi amenait dans ses bagages en termes de vêtements. Okay. Donc ça m'interpellait. Je me disais, bon, c'est qu'ils arrivent avec des trousseaux. Les filles du roi avaient aussi, on les dotait de dot là, minimales pour venir en Nouvelle-France. Peu importe qui se mariait ou qui devenait religieuse. Il avait droit à cette dot-là du roi de France. Donc, ça contenait un coffre, là, une malle. Ça contenait un coffre, un mouchoir de taffetas, un manteau à capuchon, un peigne, une bobine de fil blanc. Une bobine. Une paire de lacets, des bas, des gants, des ciseaux, 2 couteaux, mais sans aiguille. Donc, on suppose que la valeur donnée aux travaux manuels de couture était très importante. 1000 épingles, 4 rubans pour les cheveux, une boîte avec 2 livres en petite monnaie. Donc, on leur fournissait en plus de la dot. Un petit peu de sous. Il y avait aussi une dot, là, plus, je pense que c'était 60 livres. 50 livres. 50 livres qu'on donnait comme dot. Oui. Et ça en plus. En plus, avec un coffret et de la petite monnaie là, pour 2 livres. Voilà. Donc, je voulais vraiment savoir qu'est-ce que ça comportait pour vrai, là, de l'information, comment je pourrais dire ça, validée, qui viennent des archives, parce qu'il y a beaucoup le mythe de la fille du roi, le mythe du coureur des bois, tout ça. Non, je voulais de l'information fiable. Fiable, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Avec des recherches sérieuses, effectivement. Oui, puis aussi...
tu as trouvé des statistiques sur Sur les les moutons. moutons, c'est C'est ça. ça. Alors, parce qu'effectivement, dans les débuts de la colonie, ce que tu as trouvé, c'est qu'il n'y en avait pas encore, effectivement. En Et, 1667, il n'y a pas de moutons à l'île d'Orléans. Ah, OK, Ouais. encore. Puis, Mais- Dieu sait que ça a été vraiment comme un peu vraiment le grand berceau. centre, là. Oui, tout à C'est le fait. berceau Là, de la oui, Nouvelle-France, Tout du à fait. Canada, du Oui. Québec. exactement. C'est ça. Fait, merci, Jacinthe. Oui. Donc, l'année 1667, on n'a pas recensé de moutons à l'île d'Orléans, mais 85 en Nouvelle-France. Donc, les gens arrivaient avec toute leur ménagerie, Mhm. moutons, poules, porcs, etc. Donc, ces études-là ont surtout été faites là, Lors des le Québec, recensements aussi. ouais. oui, et l'île d'Orléans. Par contre, en 1713, on compte en Nouvelle-France déjà 5852 moutons. OK. Donc, tout de suite, on a pris soin de développer l'élevage pour avoir de la laine. Mhm, mhm. Mm. Pour être plus autosuffisant aussi. Hein? Oui, c'était Alors, vraiment des économies de textiles domestiques. On Mhm. faisait ça à la Oui, maison. Pour faire probablement tisser des couvertures de laine, Ouais. justement tricoter des bas. Mm. Puis c'est ça l'information pour le tricot, elle est très éparse. Là. C'est, bon, l'histoire de la laine suit évidemment celle du tissage. Mhm. Mais les mentions où il y a des vêtements tricotés sont très rares. sont rares. OK. Fait qu'il faut OK. des fois deviner un peu. Donc, on sait aussi que les premiers colons apportent avec eux autres soit le rouet, parce Ok. que les femmes filaient. Oui. C'est là qu'on ne sait pas trop est-ce qu'ils tissaient ou tricotaient avec. Mhm. À travers l'histoire, bon, j'ai surtout le sentiment, oui, c'était important de faire de l'étoffe du pays parce qu'à un moment donné, il fallait bien s'habiller. Oui, oui, oui. Mais bon, j'ai eu l'impression que le tissage était plus important, plus urgent, si on peut dire, OK. Ouais. que le tricot. Mais il y a toujours des petites mentions à un moment donné. Ah oui, des bas tricotés ou à quelque part, ou des tuques. Des tuques aussi, hein? Oui, Oui. des tuques. Ouais. Fait qu'au début, là, on produit peu d'étoffes, finalement. Mhm. De la Nouvelle-France, il n'y en a presque pas. Il faut attendre à peu près vers 150 pour qu'à un moment donné, il y ait une certaine production d'étoffes du pays. Du pays, OK. Ouais. Ok. Fait que c'est juste un peu avant la conquête. Finalement, ils se sont débrouillés. Mhm. Et juste un peu avant la conquête, ils arrivent à produire des étoffes et oups, après ça, c'est l'économie anglaise qui arrive. Puis là, il va y avoir d'autres difficultés là, avec l'économie anglaise pour se procurer les fibres. Les fibres, OK. Ouais. Puis les vendre aussi. En fait, c'est l'économie. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ce qu'ils faisaient était, ils portaient, c'était de l'économie domestique, c'était à eux, mais ils ne pouvaient pas vendre. Ils ne pouvaient pas faire, après la conquête, concurrence aux économies. C'était plus, c'est normal un peu, les Anglais protégeaient le marché d'Angleterre aussi, les marchands anglais. Ah oui, puis ils espéraient, eux autres, accroître leur marché Oui, en c'est vendant ça. à leur colonie, effectivement. Alors, oui, soit des tissus, des laines. Ben oui, c'était un marché protectionniste. Tout à fait, déjà. tout à fait, Oui, tout à fait. c'est ça. Le fait de conquérir, c'était pas juste un territoire. Hein? On regarde dans C'est l'économie, économique. c'est ça, c'est vraiment dire, OK, ben là, maintenant, on a Ouais. tant de nouvelles personnes qui ont besoin, puis on va s'organiser pour qu'ils soient dépendants de nous. Et, Ouais, voilà. et ils avaient une longueur d'avance puis aussi même au niveau sous de le la technologie. régime français, il y a même sous Louis XV, on va donner le marché à la Compagnie des Indes. Mhm. Donc ça aussi, ça vient mettre le bâton dans les roues aux gens de Nouvelle-France pour le commerce. Parce qu'il n'y a que cette compagnie-là qui peut vendre et acheter. Ah, Donc OK. ça limite le commerce domestique. Domestique, OK. On va tolérer que les gens produisent des tissus, mais qu'ils les vendent, c'est un autre chose. OK. Donc, pour leur utilisation Oui, personnelle et mais familiale. pas de seulement. commerce, Pas de commerce. parce que c'est la Compagnie des Indes, même si on est sous le régime français. Il y a un petit peu des problèmes avec ça. Là. Ils sont toujours pris à quelque part. OK. Ah, c'est pour, super intéressant. Hein? Oui, pour produire leur tissu. Puis aussi, on sait que parmi les immigrants, là, il y a eu des Écossais, des Irlandais et des Allemands. En fait, des loyalistes qui avaient déjà immigré aux États-Unis et qui sont venus au Québec pour
comme tisserand, parce qu'il y Mhm. avait, surtout Irlande, Écosse, avec les gens, les tisserands avaient déjà des métiers. Mhm. Mhm. Donc, on sait que bon, l'Écosse, l'Irlande, ça produit encore beaucoup de laine. Oui. Et le métier de tisserand était, les gens, les hommes étaient vraiment spécialisés, les Écossais là-dedans. Donc, il y a des tisserands qui sont venus soit directement d'Irlande ou d'Écosse et des États-Unis pour venir, pour venir faire des tissus aussi, si on peut dire. C'était les spécialistes de ça. Et les loyalistes des États-Unis s'installaient davantage dans les cantons de l'Est. Oui. Oui. C'est là qu'on leur a Fait aussi que cédé anglais, des des terres terres. aussi, puis même le découpage géographique n'est pas du tout le même, hein, parce que comme ça a été développé plus tard, C'est vrai. alors au lieu d'être des terres qu'on est habitué sous le régime seigneurial, c'était En généralement bande. des bandes, mais là c'est vraiment plutôt des carrés, là. Oui, c'est ça. Effectivement. Alors comme puis quand on est à vol d'oiseau, on le voit tellement, là, c'est tellement pas pareil, Ouais. effectivement. Donc, il y avait quand même des immigrants spécialisés dans le textile qui pouvaient faire des transferts de connaissances ici en Nouvelle-France. Oui, je suis tombée ici sur un article, s'habiller à la canadienne. Donc, c'est vers 1740, c'est ça. OK. L'article mentionne surtout l'habit du coureur des bois. OK. Comment ils s'habillaient. Comment ils s'habillaient. Pour faire face à l'hiver canadien, aux Voilà, rigueurs. parce que les habits français étaient très beaux, mais ils n'étaient pas tout à fait adaptés à l'hiver canadien. Même la grosse cape française, c'était pas assez chaud. C'était pas assez. Non, on avait besoin de plus que ça. Donc, vers 1740, j'ai vu, on mentionnait le bas de laine tricoté ou de drap. Donc, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y en a eu des tricotés qui sont portés par l'habitant du régime français, les coureurs des bois. Donc, on porte aussi ce qu'on appelait des mitasses. Mitasses, oui, c'est spécial, hein? Oui, mais c'est pas sur les mains, c'est pas des mitaines. C'est des genres de guêtres qui sont fabriqués, on dit, souvent par les Amérindiennes. Donc, ça va couvrir des pieds aux genoux. On va se couvrir pour se protéger de la neige. OK. Pas que Des la genres neige de entre maison, dans les mocassins, j'imagine. C'est ça. Donc, on portait ça. Soit des mitasses, mais aussi ça pouvait être des bas rouges tricotés. Ah, aussi. Là, c'est 1704. Puis il y avait la tuque aussi. On mentionne. Puis on mentionne la tuque rouge, hein? Oui. Vraiment spéciale. Hein? Oui, c'est. Fait que là, on voit déjà notre habit du coureur des bois qui commence à prendre forme, même si on est juste en 1704. Puis aussi, j'ai lu des trucs là, qui disaient que même le roi français avait envoyé des militaires habillés comme des coureurs des bois pour faire face à l'hiver, tout ça. Il commençait vraiment à réaliser que il fait froid au Québec. Oui, il faut adapter notre vêtement, effectivement. Oui, c'est ça. Fait que pour les traces de vêtements tricotés, là, c'est vraiment ici et là qu'on peut glaner. J'appelle ça vraiment glaner des informations parce qu'il n'y a pas rien de très... c'est pas juste une histoire de la laine ou du tricot, là, c'est éparse dans l'histoire Québec-Canada qu'on va retrouver certaines choses. Puis aussi, on parlait à cette époque-là, l'habit du coureur des bois, du capot. Le capot, qui était un vêtement, un manteau, finalement. Puis quand on a vu ces traces de bas ou de vêtements tricotés, c'était avant la venue de la ceinture fléchée. Ah, OK. Fait que 1704, on voit là, qu'il y a des recensements de vêtements tricotés un peu. Je te disais aussi tantôt que je suis allée voir au musée de civilisation du Québec dans leur collection en ligne. J'ai vu des aiguilles en bois tricotées, mais on ne va pas les dater. Ah, Donc, même si on consulte différentes sources, comme il n'y a pas de date, c'est très difficile de concevoir ou de s'imaginer
comment l'avenue du tricot s'est faite avant l'époque même pré-industrielle, industrielle. On doit plutôt recenser où se trouvent les moulins à laine à travers le Québec, comment ça s'est fait, tout ça. Donc, puis en même temps, cette histoire-là, ben, elle suit toujours l'histoire du tissage. Fait que c'est pas du tout évident, mais au moins, on sait quels étaient les lieux des moulins. Des productions lainières. L'industrie lainière. Parce que souvent il y avait des moulins à carder. Carder la laine, on la lavait, on la peignait, puis après ça, on pouvait la filer. Mais le filage, puis la transformation, le tissage et tout ça, c'est venu, mais après coup, là, c'est ça. Ah oui. Puis aussi, quand même venu, on le sait, là, comme on connaît l'emplacement des moulins, justement. Jacinthe qui habite à l'Acadie. Oui, il y en avait, un moulin à laine, à Cardé, Je pense que c'était 1830. Oui, c'est ça. Qui était exploité par Willett. Monsieur Willett. Qui était justement un immigrant qui venait des États-Unis. On a parlé des loyalistes. Il s'est installé à l'Acadie, il est déménagé à Chambly. Où il a commencé à exploiter une industrie. 1844, il y a eu un moulin à laine, là aussi, la fameuse flanelle de Chambly. Oui, c'est ça. Alors là, on faisait vraiment, on tissait la laine. Oui, mais là, déjà, on avance dans le temps aussi. Même s'il y avait c'est pas encore l'époque industrielle. On peut dire l'époque industrielle. Non, ça commence. Ça commence. Puis on dit que la Willett à l'Acadie, Chambly, est une des premières industries lainières au Canada. Au Canada? Oui, il y en a eu en Ontario, mais on dit que celle-là, elle est pas mal dans les premières. Donc, c'était juste en face d'où j'habite. Oui, c'est ça, exactement. Jacinthe, on avait... Parce qu'il y a les rapides, il y a les rapides juste avant le grand bassin de Chambly. Alors, fait que le moulin est installé, puis c'est les rapides qui faisaient marcher les moulins. Exactement, puis c'était dans les premières centrales hydroélectriques aussi. Alors ça pourrait être intéressant. De creuser. Oui, peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois, puis il n'y a pas longtemps, on est allé aussi dans le Vieux-Terrebonne, et il y a les moulins. Là aussi, il y avait au moins 4, il y avait un moulin à carder, effectivement, il y avait des moulins à bois aussi. Il y a eu un petit peu de filature aussi, mais c'était vraiment parce que là aussi, c'était un endroit où on avait fait un petit barrage, puis on avait, avec l'énergie motrice de l'eau, on réussit à faire fonctionner les moulins plus à l'année, là. Oui, c'est ça. Fait, on parle d'une époque où il n'y avait pas d'électricité, donc les moulins, c'était à eau. On arrivait à carder la laine, effectivement. À faire des tissus, finalement, mais on ne sait pas évidemment, ils ont fait beaucoup de vêtements, de draps, de laine, des ménages, tout ça. Mais les femmes qui tricotaient, comment est-ce qu'elles se procuraient leur laine? Même si c'était dans cette région-là, soit Terrebonne, Chambly, oui, mais quand tu étais un particulier, comment tu arrivais à avoir la laine? Donc, l'industrie textile domestique suivait aussi un peu le début de l'industrie. Dans les campagnes, ma mère m'a raconté, mettons dans les années 1920, 1930, les gens qui avaient quelques moutons tondaient les moutons. Ils allaient porter leur toison à un petit moulin à carder, puis ils en ramenaient une partie. Mettons qu'ils avaient apporté, je ne sais pas, 100 livres de laine brute, ils en rapportaient avec eux peut-être la moitié, le tiers, le quart qui est déjà filé et avec lequel ils pouvaient tisser ça ou tricoter pour transformer en bas, en mitaine, en sucre. Ça, c'est des choses qu'il faudrait que je lise davantage pour démêler qu'est-ce qu'était l'industrie du textile et comment les gens s'organisaient à la maison, comment ils se procuraient la laine, finalement. On a bien beau connaître où était l'emplacement des garderies,
papier, si on peut dire, des moulins. Oui. Ça nous dit pas localement comment les gens se procuraient la laine. Oui. Fait que est-ce qu'ils élevaient encore leurs propres moutons parce que c'était des particuliers? Ouais. C'est ça que j'aimerais savoir. Oui. Mais en tout cas, si vous avez des idées de sources à nous référer aussi, là, ça peut être super intéressant. Parce qu'il y a le moulin à Alverton qui est ouvert au public en saison, je pense, plus en été. C'est intéressant parce que justement, il y a des visites guidées qui expliquent un petit peu. Puis là-bas, on faisait beaucoup de recyclage aussi de laine. Hein. Les gens apportaient justement le 100% laine peut être recyclé presque à l'infini. Alors, ils redécoupaient les vieux bas de laine, les tuques, les vieilles couvertures, recardaient le tout, refilaient le tout aussi. Alors, à un moment donné, surtout pendant les guerres, il y avait une grande demande, on avait des grands besoins en laine et puis il n'y avait pas assez de moutons pour fournir, alors on recyclait beaucoup. J'ai vu aussi par rapport à Ouellette, quand il s'est installé sur le site du Fort Chambly, finalement, un petit peu plus loin, à partir du moment où il a installé sa garderie, on commençait aussi le canal de Chambly. Ah, aussi. Il s'était impliqué là-dedans pour pouvoir importer de la laine parce qu'il disait qu'il ramassait la laine des cantons de l'Est, d'ici, de la Montérégie, d'un peu partout. Puis finalement, il y a eu tellement de demandes qu'il en est venu à être obligé à importer de la laine de d'autres pays. De d'autres pays. Puis on est quand même en 1840, là, 30. Il faudrait que je retourne voir les dates, tout ça. Mais à un moment donné, ça allait tellement bien qu'il devait aussi importer, se trouver de la laine ailleurs qu'ici. Fait que ça nous donne une idée aussi de l'élevage de moutons dans la région. Ça, je trouve ça intéressant. Fait que ça, ceux qui élèvent, est-ce que les dames s'en gardaient pour pouvoir faire leurs propres vêtements? Je pense que oui. Oui, probablement. Comment trouver ces sources et qu'ils soient vraiment validés pour qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi, finalement? Fait que c'est ça. Mais c'est super intéressant. Puis les moutons ont la réputation aussi de manger à peu près tout. Hein? C'est des animaux. En Écosse, la déforestation est beaucoup due à l'élevage des moutons. Parce que quand les moutons sont passés dans un champ, là, il ne reste plus grand-chose. Alors, et je sais que particulièrement à l'Acadie, eh bien, comme ils défrichaient les terres, mais ils ne voulaient pas nécessairement que ça se reboise. Puis épuiser leur terre. Puis ils n'étaient pas tous non plus en culture, les terres, tout de suite. Fait que souvent, de mettre des moutons en pâture, ben, ça aidait à contrôler la végétation pour que, finalement, éventuellement, on puisse faire des cultures plus payantes, là, aussi, là. Alors, c'est partie de notre histoire. C'est ça. Puis ils cultivaient aussi le lin, le chanvre. Là, pas juste la laine, le lin, le chanvre. Fait que c'est... Voilà. On a quand même fait un bon tour. Ben oui, en tout cas, ça vous a peut-être, en tout cas, ouvert un petit peu les yeux sur l'industrie textile. Mais écoute, Lucie, tu as fait beaucoup de recherches et c'est super intéressant. C'est souvent les mêmes informations qui sont dites. Là, oui. Qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements avant 1750. Ça revient. J'ai consulté aussi un document que je vais continuer à consulter où se trouvaient les moulins. C'est essayer de persévérer. Pour se rendre même tout ce qui est avant l'avenue du Cercle des Fermières. Oui. C'est nébuleux. C'est avant, le Cercle des Fermières, je pense que c'est vers 1919, 1920. Oui, ben c'est ça, le centenaire, c'était il n'y a pas longtemps, effectivement. Oui, puis il y a eu aussi une association, ça peut-être j'en reparlerai la prochaine fois, on continuera cette chronique-là, de dames anglaises. Ils ont créé des associations. Les autres, c'était souvent des guildes. Oui, des guildes. Pour promouvoir l'artisanat. Oui. Fait que quand on parle aussi d'art traditionnel, d'artisanat au Québec, on va beaucoup mentionner le tissage. Mais on ne va pas mentionner le tricot. On dirait que c'est pas un art noble. On dirait que on ne sait pas trop pourquoi. Ça ne fait pas partie des listes comme travailler le bois, le cuir.
Non. Pourquoi le tricot, il n'est pas là? Tu sais, c'est le tissage, oui, ben j'adore le tissage, je n'ai rien contre. C'est juste que je cherche l'information puis que je ne la trouve pas, c'est juste ça. Mais souvent, le tricot, il n'est pas là. Non. Il n'est pas dans l'artisanat du Québec. Quand on regarde de l'art traditionnel au Québec ou l'artisanat au Québec, non, c'est comme gommé de notre histoire, je sais pas. Et sûrement que, on a eu quand même des colons irlandais, écossais, suite à la grande famine aussi, là, qui sont venus s'établir. Et ces gens-là ont dû apporter avec eux autres aussi une culture, là, beaucoup de savoir. Oui, c'est ça. Alors, parce que, dans ces pays-là, on tricotait, puis souvent, ça faisait partie de l'économie domestique. Je sais que la reine Élisabeth Ier, je crois, s'était opposée. Elle ne voulait pas donner accorder le brevet d'invention pour la machine à tricoter des bas parce qu'elle savait qu'il y avait tellement de gens qui étaient dépendants financièrement de vendre des bas tricotés à la main qu'elle disait ces gens-là vont perdre leur gagne-pain. Et oui, alors ça serait quelque chose à explorer aussi, effectivement, parce que, puis je sais qu'au Québec, on a aussi eu des inventaires de machines à tricoter les bas aussi. Il y en a une à Alberton, qui est encore opérationnelle. Oui, puis je l'ai vu marcher, si vous voulez aller voir ça. Puis on fait la pointe du bas comme on fait le talon. Le talon, sur ces anciennes machines. Oui, c'est ça, ça fait un petit peu en rang raccourci, finalement. Oui. Fait que, on va passer à la fin. À la fin, oui. Alors, on pense à notre prochaine chronique, notre prochain épisode, qui va sûrement être quelque part au mois de janvier. Peut-être en profiter pour vous souhaiter des belles fêtes. En tout cas, de notre côté, on va se reposer. On ne sait pas exactement la date de diffusion de l'épisode, mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner puis à dire que vous aimez ça, si vous aimez ça. Moi, ce que j'avais pensé pendant mes vacances des fêtes, parce que je vais fermer la boutique une couple de semaines, je vais être là jusqu'au 21 décembre. Je reviens le 7 janvier. Je pensais peut-être faire pondre un petit sondage, un petit questionnaire en tout cas, que les clientes de Tricolène pourraient compléter, mais aussi si vous n'êtes pas cliente de Tricolène, c'est pas grave, vous pourriez aussi répondre, savoir sur vos goûts, qu'est-ce que vous aimez dans le tricot, des idées peut-être de chroniques ou de choses que vous aimeriez. En tout cas, ça pourrait être intéressant aussi. Moi, je vais fêter les 13 ans de Tricolène. Tricolène est full ado. Il faut fêter ça. Alors, au mois de janvier puis au mois de février, il y aura des petits événements, tout ça. Alors, suivez-nous, soit sur Facebook, Tricolène, avec le petit logo habituel, ou encore sur le site www.tricolène.com. Du tricot et de la laine. Le podcast. Et l'adresse courriel qui s'appelle du tricot et de la laine @gmail.com. On a aussi notre compte Instagram du tricot et de la laine. Grâce à Lucie, parce que c'est Lucie qui est Instagram, qui nous a connectés là-dessus. Et toutes les références qu'on va vous mettre aussi en bas de l'écran, c'est beaucoup grâce à Lucie parce que elle fait une super bonne job. Merci, Lucie. Merci, Jacinthe. Ça a été super le fun. Puis à la prochaine. Bye bye. Bye. À bientôt. Bye.